Au cœur d'une violente tempête de neige, au sommet d'une montagne désolée, l'ancien commando Henry Lawson trouva enfin l'endroit où son fidèle chien avait risqué sa vie pour le conduire. L'épave d'un petit avion, perché de manière précaire au bord d'une falaise. À travers une vitre fissurée, il aperçut ce qui semblait être une scène normale, un homme s'occupant d'une jeune femme blessée près d'un petit feu. Mais alors, dans un instant fugace, lorsque l'homme eut le dos tourné, la femme leva silencieusement la main, ses doigts tremblants formant un appel à l'aide désespéré et silencieux. Henri comprit immédiatement la terrible vérité. Ce n'était pas un accident, mais une prise d'otage, et il était la seule personne à savoir quoi faire. Que ferait-il? Lui tourna le dos, la femme leva silencieusement la main, ses doigts tremblants formant un appel à l'aide désespéré et silencieux. Instantanément, Henri comprit l'horrible vérité. Ce n'était pas un accident, mais une prise d'otage, et il était le seul à le savoir. Que ferait-il, seul face à un ennemi inconnu et à une tempête qui menaçait de les ensevelir tous? Soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne pour suivre ce sauvetage à couper le souffle. Le cri était silencieux, un fantôme de son emprisonné dans la caverne de son propre esprit. La poussière épaisse et étouffante remplissait ses poumons. Elle avait le goût du sable et du chagrin. Le soleil de midi de Kandahar frappait sans pitié la terre craquelée, mais dans son rêve, Henry Lawson ne ressentait qu'un froid profond qui lui glaçait les os. Il courait, ses bottes lourdes, son fusil, poids inutile dans ses mains. Il courait vers un nom, un frère, Owen. Le monde explosa dans un éclair de lumière blanche brûlante, suivi d'un rugissement qui assourdit l'univers. Lorsque la vision revint, le monde était peint dans des tons de chaos et de rouge, et à travers tout cela, il vit les yeux écarquillés d'Owen Clark, posant une dernière question silencieuse. Les yeux d'Henry ouvrit brusquement les yeux. Le rugissement de l'explosion s'estompa, remplacé par le hurlement du vent du Colorado qui fouettait les coins de sa petite cabane en rondins. Il était emmêlé dans ses draps, son cœur battait à un rythme effréné contre ses côtes, une sueur froide recouvrait sa peau malgré le froid dans la pièce. Il s'assit, balança ses jambes sur le côté du lit et enfouit son visage dans ses mains. Le rêve était toujours le même, un écho implacable d'une mission qui s'était terminée il y a des années, mais n'avait jamais vraiment pris fin pour lui. Henry Lawson était un homme qui vivait dans le passé, un fantôme hantant la coquille de sa propre vie. À la fin de la trentaine, son corps grand et mince conservait encore la discipline et la force de ses années passées dans les Rangers de l'armée. Mais une certaine lassitude s'était installée dans ses os. Ses cheveux bruns, coupés courts comme il en avait l'habitude, étaient d'un parsemé de mèches argentées aux tempes. Une barbe dense et une barbe de 3 jours couvrirent une mâchoire perpétuellement crispée, cachant un visage rude mais marqué par une gentillesse qu'il se permettait rarement de montrer. Ses yeux d'un bleu profond semblaient souvent distants, fixés sur un horizon que personne d'autre ne pouvait voir. Il se leva et se dirigea vers la petite cuisine, ses mouvements économes et silencieux. La cabane était son sanctuaire, sa prison, nichée au cœur des montagnes rocheuses, à des kilomètres de la ville la plus proche. Elle lui offrait la seule chose dont il avait besoin par-dessus tout, le silence. Ici, les seuls sons étaient le vent, le cri d'un faucon lointain et le crépitement du feu. Dans l'âtre, ici, il n'y avait pas de bruit sauteur et soudain pour ramener son esprit vers le désert. Il enfila ses vêtements, l'uniforme familier de son exil volontaire, une chemise à carreaux bleu marine et gris délavé sur un simple t-shirt gris, un jean bleu usé et une paire de bottes de travail robustes. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, il vit que la neige s'était intensifiée. De gros flocons lourds tombaient dans tombes d'un ciel sombre, recouvrant le monde d'un blanc immaculé et impitoyable. C'était la fin de l'après-midi et la lumière commençait déjà à décliner, projetant de longues ombres bleues sur le paysage. Il passa l'heure suivante à accomplir une routine qui tenait les démons à distance. Couper du bois, vérifier le périmètre, préparer une cafetière, plus pour le rituel que pour la caféine. C'était une vie de répétition, une vie réduite à l'essentiel pour survivre. C'était tout ce qu'il estimait mériter. Alors qu'il empilait les bûches fraîchement coupées sur le porche, il l'aperçut. Une forme sombre contre la neige, juste au-delà de la ligne des arbres. Elle était trop petite pour être un cerf, trop grande pour être un coyote. Formation de Henry se mit instantanément en marche. Son corps s'immobilisa, ses yeux se plissèrent tandis qu'il scrutait les environs. La silhouette ne bougeait pas. Il l'observa pendant 1 minute entière, le froid s'infiltrant à travers ses vêtements avant que sa curiosité ne l'emporte sur sa prudence inhérente. Il attrapa la lourde lampe torche puissante qu'il gardait près de la porte et se fraya un chemin à travers la neige de plus en plus profonde. À mesure qu'il s'approchait, la silhouette se précisa.
C'était un chien, un gros chien couché sur le côté, sa silhouette contrastant fortement avec la neige d'un blanc immaculé qui tache d'un rouge sombre et laid autour de lui. Le cœur d'Henri fit un bond douloureux. Il s'agenouilla, ses mouvements lents et délibérés, ne voulant pas effrayer l'animal s'il était encore en vie. C'était un berger allemand, une magnifique créature au pelage épais gris et blanc. Il ne pouvait pas plus de 5 ou 6 ans, mais il gisait, maintenant brisé et immobile, sa respiration était faible, chaque expiration formant un léger nuage de condensation dans l'air glacial. L'une de ses pattes arrière était tordue dans un angle anormal, et une profonde entaille irrégulière longeait son flanc, suintant encore de sang. Les mains de Henri, calleuses et marquées par des années de service militaire, bougeaient avec une douce efficacité acquise par l'habitude. Il n'était plus Henri Lawson, le reclus hanté, mais le sergent Lawson, le médecin de campagne, l'homme formé pour sauver des vies dans les pires conditions possibles. Sa propre douleur, ses propres démons étaient remis de côté par le besoin urgent et immédiat de la créature devant lui. « Doucement, mon garçon, murmura-t-il d'une voix rauque à force de ne pas être utilisé. « Laisse-moi juste jeter un œil. » Les yeux du chien ouvrit les yeux. Ils étaient un peu d'un ambre profond et intelligent, et pendant un instant, ils se remplirent de douleur et de peur. Mais lorsqu'il regarda Henri, quelque chose sembla changer. La peur s'estompa, remplacée par une lueur d'autre chose, de confiance peut-être, ou peut-être simplement le dernier espoir désespéré d'un animal mourant. Il poussa un faible gémissement, mais ne fit aucun geste de résistance tandis qu'Henri sondait doucement la blessure. « Bon, il faut qu'on te mette à l'abri, » dit Henri, plus à lui-même qu'au chien. Il glissa prudemment ses bras sous le corps lourd du berger. Le chien était tout en muscles et pesait près de 50 kilos, mais Henri le souleva avec un grognement, surpris par sa propre force. Il porta l'animal jusqu'à la cabane, chaque pas étant une lutte dans la neige épaisse. À l'intérieur, il allongea le chien sur une vieille couverture devant la cheminée. La chaleur du feu sembla le ranimer légèrement. Henri récupéra son vieux sac de médecin dans un coffre poussiéreux dans sa chambre. Le contenu datait de plusieurs années, mais était bien conservé. Pansements stériles, lingettes antiseptiques, des compresses antiseptiques, des sutures et des analgésiques. Pendant l'heure qui suivit, il travailla avec une intense concentration. Il nettoya la plaie d'une main ferme mais douce, puis sutura la blessure d'une main sûre, ses petits mouvements précis apaisant son esprit troublé. Il remit la patte cassée en place du mieux qu'il put, fabriquant une attelle à partir de 2 morceaux de bois et de bandes de tissu déchirées. Il écrasa quelques analgésiques et les mélangea avec un peu d'eau, injectant soigneusement le mélange dans la gueule du chien. Tout au long de l'opération, le chien qu'il avait décidé d'appeler Bear resta passif, acceptant son aide. Il semblait comprendre que cet humain essayait de le sauver. Lorsque Henri eut terminé, il s'assit sur ses talons, submergé par une vague d'épuisement. La lumière du feu dansait sur le pelage de Bear, et la cabane était silencieuse à l'exception du crépitement des flammes et de la respiration désormais régulière du chien. Henri regarda l'animal allongé près de son feu, une créature qui était apparue de nulle part, un morceau brisé du monde qui s'était échoué sur son rivage isolé. Pour la première fois depuis très longtemps, il ressentit une lueur d'autre chose que du chagrin ou de la culpabilité. En sauvant cette vie, il avait, pendant quelques précieuses heures, sauvé une petite partie de lui-même. Les fantômes étaient toujours là, attendant dans l'ombre, mais cette nuit-là, ils étaient silencieux, car cette nuit-là, il n'était pas seul. Les premières lueurs de l'aube se glissaient sur les sommets enneigés, filtrant à travers la seule fenêtre de la cabane, comme une douce lueur grise. Pour la première fois depuis des années, Henri Lawson avait dormi toute la nuit sans que le spectre familier de Kandahar ne hante ses rêves. Il ne s'était pas réveillé au cri silencieux d'une explosion, mais au bruit d'une respiration rythmée provenant du sol à côté de son lit. Il s'était déplacé pendant la nuit, rapprochant la couverture pour se réchauffer et observer. Il s'était assis, les articulations raides à cause du froid, et avait baissé les yeux vers les yeux ambrés du berger allemand, les yeux ambrés qu'il observait avec un calme déconcertant. Il ne remuait pas la queue, ne haletait pas avec impatience, mais le regardait simplement d'un air calme et fixe, semblant lui poser 1000 questions tacites. « Bonjour, soldat », dit Henri doucement, ces mots lui semblant étrangers sur sa langue. Il n'avait pas partagé son espace avec un autre être vivant depuis très longtemps. Il balança prudemment ses jambes hors du lit, ses mouvements lents. Le chien penchait la tête, ses oreilles pivotant pour suivre chacun de ses mouvements, mais il ne faisait aucun bruit. Henri vaqua à ses occupations matinales, allumant le poêle à bois et mettant le café à couler. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à Bear. L'animal restait vigilant,
sa posture détendue mais alerte. C'était la posture d'une créature entraînée à la patience, à la surveillance. C'était la posture d'une sentinelle en service. Après un petit déjeuner rapide composé de café et de pain grillé, Henri se consacra entièrement à son patient. Il remplit un bol d'eau fraîche et le posa sur le sol. L'ours leva la tête, renifla l'eau, puis regarda Henri comme s'il attendait la permission. « C'est pour toi, dit Henri. Vas-y. » Ce n'était qu'alors que le chien baissa la tête et commença à boire, lapant l'eau méthodiquement. Lorsqu'il eut terminé, il regarda Henry et donna un petit coup de queue sur le plancher en bois, un seul signe délibéré de remerciement. Un frisson de respect parcourut la colonne vertébrale d'Henry. Ce n'était pas un chien ordinaire. Plus tard, alors qu'il se préparait à nettoyer et à panser les blessures, il vit d'autres signes. Lorsqu'il tendit la main pour prendre un chiffon propre sur une étagère voisine, son mouvement fut un peu trop rapide. Un chien normal, surtout un chien qui souffrait, aurait pu glapir ou reculer. Bear ne fit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, tout son corps se tendit pendant une microseconde. Ses muscles se contractèrent dans un état de préparation absolue. Ses yeux vifs et concentrés ne regardaient que pas Henri avec crainte, mais scrutaient l'espace autour de lui, évaluant toute menace. Là, la réaction fut aussi brève qu'elle avait été rapide, mais Henri la vit clairement. C'était la réponse réflexe instinctive d'un opérateur hautement entraîné. « D'où viens-tu, mon garçon ?» se demanda-t-il à voix haute, tandis qu'il commençait doucement à travailler sur l'attelle, vérifiant qu'elle était bien fixée, mais pas trop serrée. Il garda la profonde entaille sur le flanc, pour la fin. Dans la faible lueur du feu de la nuit précédente, il s'était concentré uniquement sur l'arrêt du saignement et la fermeture de la plaie. Maintenant, dans la lumière claire du matin, il pouvait l'examiner de plus près. En nettoyant soigneusement la zone autour des points de suture, il remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Les bords de la plaie qu'il avait suturée étaient anormalement propres. Une attaque d'animal, une chute sur des rochers pointus, ces choses laissaient tomber des lambeaux de chair déchirés. Ceci était différent. C'était une entaille, une coupure délibérée. Ses doigts, sensibles après des années passées à manipuler des armes et du matériel, suivirent à la fourrure juste au-dessus de la plaie. Il la sentit, puis remarqua une légère brûlure révélatrice. La fourrure était brûlée. Il écarta les poils et vit la preuve indéniable. Une longue éraflure fine, une marque sur la peau plissée et cicatrisée par une chaleur extrême. C'était une éraflure causée par une balle. La prise de conscience le frappa avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un combat avec un loup ou un puma. Quelqu'un avait fait cela, quelqu'un avait tiré sur ce chien et l'avait laissé pour mort. La coupure nette provenait probablement de la balle qui avait déchiré la peau et la jambe cassée de l'impact lors de la chute. C'était un acte de violence calculé. Henri s'assit, le chiffon ensanglanté oublié dans sa main. Il regarda Bear qui l'observait avec ce même regard calme et intelligent. Soudain, la force tranquille, les réflexes entraînés, l'endurance patiente, tout cela prit un sens terrible. Bear n'était pas seulement un survivant, c'était un soldat, un camarade laissé sur le champ de bataille. Une vague de fureur froide, une émotion qu'Henri ne s'était pas permis de ressentir depuis des années, le submergea. Il avait passé son exil à essayer de s'insensibiliser à la violence du monde, à la cruauté des hommes. Mais ceci, c'était différent. C'était une trahison de la plus haute importance. Faire du mal à un animal si loyal, si magnifique, était un acte de profonde lâcheté. Le lien qui avait commencé à se former entre eux se solidifia à ce moment-là, forgé par l'expérience commune de la violence et de la survie. Il n'était plus seulement un homme qui s'occupait d'un animal errant, il était un vétéran qui regardait un camarade soldat, un frère d'armes qui avait été lésé. Les cicatrices qu'il portait, visibles et invisibles, étaient désormais un pont entre eux. Il passa le reste de la journée dans un état de concentration silencieuse. Il cuisina une petite portion de bœuf haché, non assaisonné, et la donna à manger à Bear, qui la mangea avec une dignité tranquille. Il s'assit près du feu et nettoya son fusil, non par routine, mais avec un regain de détermination. Bear était couché à proximité, endormi, son corps succombant enfin à l'épuisement causé par son calvaire. À la tombée de la nuit, alors que les ombres s'allongeaient, Henri se tenait près de la fenêtre, contemplant l'immensité silencieuse des montagnes rocheuses. La neige avait cessé de tomber, et le monde était devenu une toile blanche et bleu profond. Il regarda les montagnes, puis le chien endormi. Sa vie dans cette cabane avait été un acte de retraite, une capitulation. Il était venu ici pour que le monde l'oublie et pour essayer de l'oublier en retour. Mais le monde l'avait retrouvé. Il lui avait envoyé un messager, un soldat blessé avec une histoire gravée dans sa chair.
Il savait avec une certitude profonde que le voyage de Bear n'était pas terminé ici par hasard, mais qu'il s'agissait d'un pèlerinage désespéré vers le seul endroit où il pouvait se rendre. Ce n'était pas la fin d'une mission, mais le début. Et pour la première fois, depuis qu'il l'avait perdu Owen, Henry Lawson avait à nouveau l'impression d'avoir une mission. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans un rythme calme et tacite. Le temps dans la cabane n'était pas mesuré par une horloge, mais par la lente et régulière progression de la guérison. Henry changeait les pansements de Bear 2 fois par jour, notant avec satisfaction que la plaie sur son flanc se refermait proprement, la peau se ressoudant d'elle-même. L'attelle sur la patte de Bear, de la patte du chien, restait un rappel brutal de la violence qu'il avait subie, mais Bear commençait à mettre un peu de poids dessus. Ses mouvements étaient moins douloureux et plus délibérés. Une compréhension silencieuse s'était installée, entre eux, c'était la camaraderie facile des soldats qui ont appris à communiquer sans mots. Un signe de tête de Henry suffisait pour dire à Bear qu'il était temps de manger. Un léger coup de tête de Bear contre sa main était une invitation à sortir. Ils étaient 2 êtres solitaires gravitant l'un autour de l'autre dans l'espace tranquille de la cabane, leur silence partagé formant une couverture réconfortante contre le monde hurlant à l'extérieur. Pour Henry, les tâches simples et concentrées mais consistant à prendre soin d'un autre être vivant étaient une forme de thérapie dont il n'avait jamais soupçonné avoir besoin. Mesurer la nourriture, changer les bandages, alimenter le feu pour garder la cabane au chaud. Ces petits actes de responsabilité l'ancraient dans le présent. Ils formaient un rempart contre la marée implacable du passé. Les cauchemars continuaient ceux de le hanter, mais ils étaient moins fréquents, adoucis par la présence de l'animal au souffle chaud au pied de son lit. Au 5e jour, Bear était assez fort pour boiter autour de la cabane pendant de courtes périodes. C'est alors que son nouveau comportement commença. Il débuta subtilement. Henry levait les yeux de son livre ou de son équipement qu'il nettoyait et trouvait Bear assis près de la grande baie, vitrée qui donnait sur les sommets escarpés de l'ouest. Le chien était parfaitement immobile, silhouette stoïque contre le vaste paysage enneigé, le regard fixé sur un point particulier au loin, un sommet dentelé comme une griffe griffant le ciel. Au début, Henry n'y prêta guère attention, pensant que l'animal observait probablement la faune sauvage, son instinct alerté par les mouvements des cerfs ou des élans dans la vallée. Mais l'observation devint plus intense. Ce n'était plus une observation passive, c'était une veille. Bear restait là pendant 1 heure, immobile, tout son être concentré sur cette montagne lointaine. Puis vint récemment les sons. Cela commença par un gémissement grave, une note douce et triste qui semblait provenir du plus profond de son âme. Ce son était empreint d'une urgence profonde et désespérée. Henry essayait de le distraire, il l'appelait par son nom, lui offrait un morceau de viande séchée ou essayait de le ramener vers la chaleur du feu. Bear se retournait, lui lançait un regard qui ressemblait presque à des excuses, puis se retournait immédiatement vers la fenêtre, reprenant son gémissement plaintif. Ce comportement s'intensifiait, le gémissement se transformait en une agitation fébrile. Bear commençait à faire les 100 pas en boitant sur 3 pattes, de la fenêtre à Henry et vice-versa. Il poussait la main d'Henry main de son museau humide, les yeux ambrés écarquillés et implorants, puis il boitait jusqu'à la fenêtre, regardait la montagne et poussait un aboiement doux et frustré. C'était la communication la plus claire qu'Henry ait jamais vue chez un animal. C'était un message, une supplication insistante et désespérée. « Regarde, tu dois regarder. »« Qu'y a-t-il, mon garçon ?» demandait Henry en s'agenouillant à côté de lui et en regardant le même panorama. « Que vois-tu là-bas » Il ne voyait rien d'autre que de la neige, des rochers et le ciel. Il scrutait les montagnes avec ses jumelles, ses yeux entraînés cherchant le moindre signe de mouvement, la moindre volute de fumée, tout ce qui sortirait de l'ordinaire. Il n'y avait rien, juste la vaste et magnifique étendue sauvage et déserte. Il essaya de se raisonner. Le chien était traumatisé. Peut-être que quelque chose sur cette montagne lui rappelait l'endroit où l'attaque avait eu lieu. Peut-être s'agissait-il d'une forme de stress post-traumatique, quelque chose qu'Henry comprenait trop bien, mais cette explication ne lui semblait pas juste. Les actions de Bear n'étaient même pas motivées par la peur ou la panique, mais par un objectif inébranlable. Il y avait dans ses yeux une intelligence brute et indéniable, une frustration face à son incapacité à se faire comprendre des humains. Un soir, alors qu'un crépuscule violet profond s'installait sur les sommets, le son changea à nouveau. Bear se tenait à la fenêtre, le corps rigide, et poussa un seul hurlement lugubre. Ce n'était pas l'appel d'un loup sauvage, mais quelque chose de différent. C'était un son exprimant une loyauté et une perte profonde,
une tentative désespérée d'atteindre quelqu'un ou quelque chose à travers la vaste distance gelée. Le son résonna dans les montagnes, un cri solitaire dans l'immense silence, et il fit frissonner Henri, qui n'avait rien à voir avec le froid. C'était le moment où tout avait changé. Henri regarda l'ours, le regarda vraiment, et vit au-delà de l'animal blessé, il vit le soldat. Il se souvint de l'acceptation calme des soins médicaux, des réponses disciplinées, de la dignité tranquille. Ce n'était pas un chien perdu dans le brouillard du traumatisme, c'était un opérateur qui essayait d'accomplir une mission. Ses propres instincts, enfouis depuis des années sous des couches de chagrin et d'isolement, reprirent vie. Il sentit la vieille poussée familière d'adrénaline, la concentration aiguë qui survient lorsqu'une mission est définie. Il avait attendu, il le réalisait maintenant. Il avait attendu un but, une raison de se battre à nouveau, et cette raison se tenait à ses côtés, sur ses 3 pattes valides, le cœur rempli d'une loyauté qu'il commençait seulement à comprendre. Il se dirigea vers la fenêtre et se tint à côté de Bert, posant une main sur l'épaisse fourrure de son cou. Il regarda le sommet déchiqueté, ne voyant plus un paysage vide, mais une destination, une cible. « D'accord, » dit Henri d'une voix calme mais ferme dans la cabine silencieuse. « Je t'entends, » dit Bert en cessant de gémir. Il leva les yeux vers Henri, sa queue donnant un seul coup puissant contre le sol. Ses yeux étaient en clair, concentrés et remplis d'une gratitude désespérée. Le message avait été reçu. Henri serra fermement le cou du chien. « Très bien, soldat, dit-il, montre-moi le chemin. » Il se détourna de la fenêtre et marcha d'un pas décidé vers le coffre où il gardait son équipement. Le temps de se cacher était révolu. La mission avait commencé. Le vieux coffre au bout du lit de Henri s'ouvrit dans un soupir familier et poussiéreux. C'était une capsule temporelle, le dépôt d'une vie qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Mais en regardant son contenu, il ne ressentit aucune trace de son ressentiment habituel. Au contraire, une détermination sombre et silencieuse s'empara de lui. Ce n'était pas un retour vers le passé, mais un réveil. Ses mains fermes et sûres parcoururent l'équipement soigneusement organisé, sélectionnant chaque article avec la précision méthodique d'un soldat se préparant pour une mission de reconnaissance à longue distance. Il étala tout sur son lit, un sac à dos robuste, résistant aux intempéries et durable, des vêtements thermiques, une veste imperméable d'un gris discret qui se fondrait dans la roche et la neige, des barres protéinées à haute teneur énergétique et un réchaud portable léger, une trousse de premiers secours de qualité militaire bien plus complète que celle qu'il avait utilisée sur Bert, une corde d'escalade, des mousquetons et un piolet, ses jumelles puissantes et un GPS avec des piles neuves. Enfin, il vérifia son Remington 700, un fusil à verrou qu'il pouvait tirer avec précision à 1000 mètres, et rangea dans son étui le Sig Sauer P2-26 qui avait été son arme de poing fidèle pendant des années. Il n'était plus un homme qui se cachait du monde, il était une force qui évoluait en son sein. Pendant qu'il travaillait, Bert l'observait depuis sa place près du feu, ses yeux ambrés suivant chacun de ses mouvements. Les gémissements anxieux avaient un temps disparu, remplacés par la patience tranquille d'un soldat attendant les ordres de son commandant. Lorsque Henri fut enfin prêt, ressemblant davantage au ranger qu'il avait été autrefois qu'au reclus qu'il était devenu, il se tourna vers le chien. « Tout va bien, mon garçon, je suis prêt, dit-il. » Il avait confectionné un bandage protecteur pour la jambe plâtrée de Bert à l'aide d'un morceau de toile imperméable afin de la garder au sec. « Spessire, Fetzesebran, c'est ta mission, je ne fais que t'apporter mon soutien. » Bert se leva, boitant fortement, mais sa détermination était inébranlable. Il ouvrit la marche jusqu'à la porte, s'arrêtant pour regarder Henri, un ordre clair et urgent dans les yeux. Henri prit une profonde inspiration, l'air glacial lui piquant les poumons, et sortit dans le vent cinglant, fermant derrière lui la porte de son sanctuaire. Le monde était un maelstrom blanc. La tempête de neige qui menaçait depuis des jours s'était abattue avec toute sa force, réduisant la visibilité à seulement 15 mètres. Le vent hurlait comme un loup affamé, déchirant ses vêtements et enfonçant des éclats de glace dans sa peau exposée. C'était un paysage conçu pour tuer, un lieu d'indifférence profonde et mortelle, mais pour Henri, ce n'était qu'un autre environnement hostile, un obstacle à surmonter. Bert prit la tête sans hésitation, se déplaçant à une vitesse surprenante. C'était ici. 3 pattes valides, trouvant prise là où Henri ne voyait qu'une couverture blanche traîtresse. Il ne se contentait pas d'avancer vers la montagne, il suivait un chemin que lui seul pouvait voir, le nez au sol, son corps était une flèche basse, grise et blanche contre la tempête. Ils avançaient en silence, une équipe de 2 hommes en parfaite synchronisation.
Henri retomba dans le rythme habituel des patrouilles, ses sens en alerte maximale. Il surveillait leurs traces, scrutait les arbres à la recherche du moindre signe de mouvement et écoutait les bruyants châtiments de la tempête, son esprit filtrant les sons à la recherche de tout ce qui semblait anormal. Il faisait confiance à l'intuition de Bert, mais il ne faisait pas confiance à la nature sauvage. Les heures passaient, le soleil n'était plus qu'un pâle souvenir derrière l'épais plafond de nuages. Il grimpait tant sans relâche, le terrain devenant de plus en plus raide et dangereux. Il traversait l'onceau des forêts de pins denses, dont les branches étaient un peu lourdes de neige, et des ruisseaux gelés, la glace gémissant sous leur poids. Il traversait une crête étroite, une arête rocheuse avec une pente raide de chaque côté, quand cela s'est produit. Henri a posé sa botte sur ce qu'il pensait être un sol solide, mais c'était une plaque de glace noire cachée sous une fine couche de neige. Son pied a glissé et, pendant une seconde terrifiante, il s'est retrouvé en l'air, agitant les bras à la recherche d'une prise qui n'existait pas. N'existait pas. Son lourd sac à dos le tirait vers l'arrière, l'entraînant vers le bord du précipice. La panique, froide et aiguë, s'empara de lui. Le monde ralentit. Il pouvait voir les rochers déchiquetés à des centaines de mètres en contrebas, promesse d'une fin rapide et brutale. Le hurlement du vent remplissait ses oreilles. « Ça y est, pensa-t-il, c'est ainsi que ça se termine ?» Puis, soudain, une violente secousse interrompit sa chute avec une force qui lui coupa le souffle. Il leva les yeux, perplexe. L'ours s'était élancé et avait planté ses puissantes mâchoires sur l'épaisse épaulette de sa veste. Les griffes du chien cherchaient à s'agripper à la glace, ses muscles tendus, un grognement sourd d'effort, pur, grondant dans sa poitrine. Il était une ancre vivante, la seule chose qui retenait Henri au monde des vivants. Pendant un long moment, ils restèrent figés dans un tableau désespéré, l'homme et le chien contre la force impitoyable de la gravité. Les pattes arrière de l'ours commencèrent à glisser, sa patte blessée tremblant sous l'effort, il perdait prise. Le dressage de Henri s'entraîna, repoussant la panique. « Tiens bon !» cria-t-il, sa voix emportée par le vent. Il balança sa main libre, celle qui ne s'agrippait pas à la glace, et chercha à tâtons son piolet. Ses doigts, engourdis par le froid, se refermèrent sur le manche. Avec une poussée d'adrénaline, il enfonça la pointe dans la glace à quelques centimètres du rebord. Il la testa, puis l'enfonça à nouveau, plus profondément cette fois, l'utilisant comme point d'appui. Il se hissa centimètre par centimètre dans une agonie intense, le poids de son sac à dos lourd comme un linceul de plomb. Bert ne lâcha pas prise, son étreinte de fer, son corps tremblant, bastion de loyauté. Finalement, Henri se hissa par-dessus le rebord et s'effondra sur la surface plane de la crête, la poitrine haletante, le corps tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Il resta allongé là un moment, la neige froide contre sa joue, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Bert lâcha immédiatement sa veste et se mit à lui lécher le visage, le corps encore secoué par l'effort, ses gémissements mêlés d'inquiétude et de soulagement. Henri se redressa pour s'asseoir et enroula ses bras autour du cou épais du chien, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Tu m'as sauvé », murmura-t-il, les mots empreints d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis une décennie. « Tu m'as sauvé la vie, Bert !» Il s'écarta et regarda dans les yeux ambrés du chien. Les derniers vestiges de son doute, les derniers vaisseaux remparts cyniques qu'il avait érigés autour de son cœur s'effondrèrent en poussière. Ce n'était pas seulement un animal, ce n'était pas seulement un guide, c'était un partenaire, un frère. À cet instant, sur cette crête balayée par le vent, leur lien fut scellé dans le creuset de la mort imminente, devenant quelque chose d'absolu et d'incassable. Il devait sa vie à ce chien. Il donna à Bert une dernière tape amicale. « D'accord, dit-il d'une voix désormais calme. Finissons-en ensemble. » Il se leva, vérifia son équipement et regarda vers le sommet, déchiqueté, plus proche que jamais. La tempête faisait rouge, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un homme suivant un chien, ils formaient désormais une seule et même unité, se déplaçant ensemble. Finissons-en ensemble. Il se releva, vérifia son équipement et regarda vers le sommet déchiqueté, plus proche que jamais. La tempête faisait rage, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un homme suivant un chien, ils formaient désormais une seule et même unité, avançant comme deux soldats, s'enfonçant plus profondément dans le territoire ennemi, liés par un objectif commun et une confiance inébranlable. Le lien forgé sur la crête glacée avait transformé leur voyage. Ils n'étaient non plus un homme et un guide, mais une seule unité synchronisée, avançant avec une compréhension et une confiance mutuelle tacite. La confiance entre eux était absolue. Henri ne remettait plus en question le chemin emprunté par Bert, et Bert n'avait plus besoin de supplier Henri de le suivre.
Ils avancèrent s'enfonçant plus profondément dans la tempête de neige, silencieuse. La confiance entre eux était absolue. Henri ne remettait plus en question le chemin choisi par Bert, et Bert n'avait plus besoin de supplier Henri de le suivre. Ils avancèrent plus profondément dans le blizzard. Leur progression était lente mais implacable face à la fureur des éléments. À mesure qu'ils se rapprochaient du sommet déchiqueté qui leur servait de repère, le terrain devint un enchevêtrement chaotique de rochers et de glaces. Le vent était une force physique, un bélier qui menaçait de les arracher du flanc de la montagne. Pendant 2 heures supplémentaires, ils luttèrent pour chaque mètre de terrain. Les muscles muscles de Henri, brûlaient, et ses poumons lui faisaient moment mal à chaque respiration glaciale, mais il repoussa la douleur et se concentra sur la mission. À côté de lui, Bert était l'image même d'une détermination inébranlable, sa jambe blessée lui causant une douleur lancinante qu'il semblait ignorer par la seule force de sa volonté. C'est Bert qui signala leur arrivée. Il s'arrêta brusquement au bord d'un bassin, enneigé et escarpé, son corps se raidissant, et un grognement grave, différent de tous les sons que Henry lui avait entendu émettre auparavant, grondait au fond de sa poitrine. N'était pas un son d'agression, mais un avertissement intense et concentré. Henri s'accroupit à côté de lui, ses propres sens en alerte maximale. Il leva ses jumelles, ses mains protégeant les lentilles de la neige tourbillonnante, et suivit le regard intense de Bert. Au début, il ne vit qu'un mur blanc, puis un saut d'orage. Lorsque le vent écarta momentanément le rideau de la tempête, la scène apparut avec une netteté effrayante. Il n'était pas au fond d'une falaise, comme on aurait pu s'y attendre après une chute catastrophique, mais coincé de manière improbable sur une large corniche enneigée à mi-hauteur du bassin. C'était un petit avion bimoteur, un Beechcraft King Air à première vue. Une aile était écrasée contre une paroi rocheuse abrupte et sa queue était tordue dans un angle anormal. Une longue cicatrice profonde de plusieurs centaines de mètres était creusée dans le flanc de la montagne au-dessus de lui, laissant une trace violente de neige soulevée et d'arbres brisés. Il n'était pas tombé du ciel, il avait dérapé dans une glissade terrifiante et incontrôlée le long de la montagne avant de s'immobiliser sur cette perche précaire. Ce détail était crucial car il rendait l'idée de survie possible, mais terrifiante. « Du calme, mon garçon », murmura Henry en posant une main apaisante sur le dos de Bert. Les muscles du chien muscle étaient détendus comme un ressort. Henry examina l'épave avec la précision méthodique d'une évaluation de champ de bataille. Le cockpit était une ruine métallique et vitrée, et une grande partie du fuselage avait été déchirée, exposant l'intérieur aux éléments. Il n'y avait aucun signe évident d'incendie, mais les dégâts étaient en catastrophiques. C'était un tombeau de métal tordu, un monument à un dernier moment violent. Il était sur le point de baisser ses jumelles lorsqu'un sentiment sinistre de finalité s'installa dans l'intérieur de son ventre lorsqu'il vit un détail qui ne cadrait pas près de la déchirure ouverte sur le côté de l'avion. La couverture de neige immaculée était perturbée. Elles étaient déjà estompées par la tempête de neige, mais c'étaient indubitablement des empreintes de pas. Quelqu'un avait été à l'extérieur de l'avion, et récemment. Son cœur se mit à battre à un rythme lent et lourd contre ses côtes. Il balaya à nouveau la zone avec ses jumelles, sa recherche désormais frénétique. Qui les avait faites ? Un survivant ? Un sauveteur ? Son regard se déplaça des empreintes de pas vers le fuselage déchiré, puis il vit le deuxième signe, si faible qu'il était presque invisible. Un petit trou irrégulier dans le toit de l'avion d'où s'élevait un mince filet de fumée presque translucide. Il était à peine visible, un fantôme gris pâle dans le tourbillon blanc de la tempête, mais il était bien réel. La fumée fut balayée par le vent, presque aussitôt qu'elle apparut, mais c'était suffisant. La fumée signifiait le feu signifiait la chaleur, et la chaleur signifiait la vie. Quelqu'un était vivant dans cette épave. Une vague de soulagement le submergea, rapidement suivie par une vague froide de prudence. Son entraînement prit le dessus, l'empêchant de céder à son impulsion humaine immédiate de se précipiter pour offrir son aide. Un survivant était une chose, mais la nature de cette survie en était une autre. Pourquoi n'avaient-ils pas activé une balise de détresse ? Pourquoi n'avaient-ils pas essayé de signaler leur détresse de manière plus évidente ? La petite volute de fumée à peine visible ressemblait moins à un signal qu'à une tentative de rester caché. Il repensa à Bert, à la balle qui l'avait effleuré, à la violence délibérée. Ce n'était pas un simple accident tragique. Les pièces commençaient à former une image sombre et troublante, un accident d'avion, un chien dressé abattu et laissé pour mort, au moins un survivant terré dans l'épave, essayant de ne pas être trouvé.
Les paramètres de la mission de Henry avaient changé en un instant. Il ne s'agissait plus d'une opération de sauvetage, mais d'une potentielle prise d'otage, voire pire. Il se trouvait désormais face à un problème tactique, et là où les personnes dans cet avion pouvaient en être des victimes, ou celles qui avaient tiré sur Bear. Il ne pouvait se permettre de commettre une erreur. Il s'éloigna du bord du bassin, entraînant avec lui Bear qui résistait. Ils trouvèrent refuge derrière un grand affleurement rocheux, à l'abri du vent et surtout à l'abri des regards du site du crash. Il lui fallait un plan. Se précipiter serait suicidaire. Il devait s'approcher discrètement pour observer et recueillir des informations avant de révéler sa présence. Il baissa les yeux vers son partenaire. Le grognement de Bear s'était calmé, mais il restait en état d'alerte maximale, les yeux fixés sur les débris en contrebas, son corps dégageant une énergie protectrice intense. « Je sais que tu veux descendre là-bas, » dit Henry doucement en caressant la tête du chien. « Je sais que tu veux descendre là-bas. » Avait cessé de grogner, mais il était toujours en état d'alerte, les yeux fixés sur l'épave en contrebas, son corps dégageant une énergie protectrice tendue. « Je sais que tu veux descendre, » dit Henry doucement en caressant la tête du chien. « Je sais qu'ils sont là-dedans, mais nous ne savons pas qui ils sont. » Bear leva les yeux vers lui, une lueur de compréhension dans ses yeux intelligents. Il gémit doucement, signe d'un profond conflit. Son instinct lui disait d'aller les protéger, mais sa confiance en Henry le maintenait sur place. « On fait ça à ma façon, some pitam pas qui ils sont. » Bear leva les yeux vers lui, une lueur de compréhension dans ses yeux intelligents. Il gémit doucement, signe d'un profond conflit. Son instinct lui disait d'aller les protéger, mais sa confiance en Henry le retenait sur place. « On va faire ça à ma façon, » dit Henry d'une voix basse et déterminée. « On y va en silence, on évalue la situation, et on s'assure de ne tombons pas dans un piège. » Il sortit son fusil, dont l'acier froid et le poids familier et rassurant dans ses mains, et le chargea. Le clic silencieux fut le seul son qui transperça le hurlement du vent. Il n'était plus seulement un homme dans la montagne, il était un soldat approchant une cible d'une hostilité inconnue, et il n'échouerait pas. Le plan se forma dans l'esprit d'Henry avec une clarté froide et rapide. Un assaut direct était hors de question. La tempête de neige, tout en offrant une couverture, rendait également le terrain imprévisible. Plus important encore, il n'avait aucune idée de la situation à l'intérieur de l'avion. Combien de personnes y avait-il ? Étaient-elles armées ? Qui était la victime et qui était la menace ? Il avait besoin de voir la cible avant de pouvoir agir. Il se tourna vers Bear qui vibrait encore d'une énergie tendue et contrôlée. Henry s'agenouilla et regarda le chien droit dans les yeux. « Écoute-moi, dit-il d'une voix basse et ferme. Je descends. Tu restes ici. Tu gardes cette position et tu attends mon signal. Tu comprends ? Tu attends. » Il utilisa le même ton qu'il avait utilisé avec son ancienne unité canine, un ton qui traduisait une autorité absolue et non négociable. Bear gémit doucement, un son de protestation et d'inquiétude profonde. Son instinct était d'accompagner son partenaire pour le protéger, mais l'entraînement, les années de discipline ancrées dans son être l'emportèrent. Il s'assit, le corps rigide et alerte, et donna à Henry un bref aboiement affirmatif. Il comprit qu'il devait rester. Henry lui donna une dernière tape amicale. « Bon garçon, murmura-t-il. » Il faisait entièrement confiance au chien. Bear ne bougerait pas de cet endroit à moins qu'Henry ne lui en donne l'ordre ou que tout ne s'emballe en bas. Avec son partenaire qui assurait la surveillance, Henry commença sa descente. Il se déplaçait avec la discrétion d'un fantôme, utilisant les formations rocheuses et la neige tourbillonnante comme alliés. Il ne prit pas le chemin direct qui descendait le long de la cicatrice creusée par l'avion, ce qui aurait été trop évident. Il emprunta plutôt un chemin plus long et plus sinueux, approchant l'épave par son côté aveugle, celui qui était écrasé contre la paroi rocheuse abrupte. Chaque pas était un risque calculé. La neige était profonde et instable, et le vent menaçait de le faire perdre pied, mais il avançait avec une grâce patiente et fluide, le corps près du sol, son fusil tenu en position basse, prêt à tirer. La descente lui prit près de 30 minutes, un lent et pénible rampement qui mit à l'épreuve son endurance et ses nerfs. Finalement, il y était. Il se plaqua contre la peau métallique froide du fuselage, le dos contre la paroi rocheuse. Il se trouvait juste en dessous de la queue tordue de l'appareil. Le hurlement du vent était plus fort ici, un rugissement assourdissant qui s'engouffrait dans l'épave. Il était complètement caché. Il prit un moment pour contrôler sa respiration, laissant l'adrénaline aiguiser ses sens sans les brouiller. Il commença à avancer petit à petit, le long du côté de l'avion, se dirigeant vers la grande ouverture déchirée dans le fuselage.
Il gardait son profil incroyablement bas, une ombre se déplaçant contre une ombre plus grande. À mesure qu'il s'approchait de l'ouverture, il pouvait sentir une faible chaleur rayonner de l'intérieur et il pouvait sentir l'odeur âcre du plastique brûlé mélangée à celle du pain. Il s'arrêta juste avant la brèche, le cœur battant. L'ouverture était trop grande, trop exposée pour qu'il puisse regarder à travers. Ce serait se dévoiler. Il lui fallait trouver un autre moyen. Il continua à ramper lentement, sa main gantée, cherchant sur le métal froid un autre point d'entrée, une autre vulnérabilité. Il la trouva quelques mètres plus loin, une fenêtre passager miraculeusement intacte, mais recouverte d'un réseau de fines fissures. Elle était givrée, mais une petite partie près du bas était claire, offrant une vue étroite et déformée de la cabine à l'intérieur. C'était parfait. Il dégagea soigneusement la neige autour de la fenêtre, puis se positionna de manière à ce que seuls ses yeux soient invisibles. Il prit une profonde inspiration silencieuse et regarda à l'intérieur. La scène était celle d'une survie désespérée. Un petit feu fumant brûlait dans une fosse improvisée, formée à partir d'un panneau métallique du plancher. Qu'en est ça? Flammes léchant des morceaux de coussins de sièges déchirés et des éclats bois provenant de l'intérieur de l'avion. Le feu projetait une lumière vacillante et infernale qui dansait sur les deux silhouettes blotties près de lui. La première était une jeune femme d'une vingtaine d'années, dont il apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Anna Cole. Elle était pâle et amaigrie, le visage maculé de suie, les yeux écarquillés d'une peur qui semblait s'être installée profondément en elle. Ses cheveux noirs étaient emmêlés et ses vêtements déchirés. Une de ses jambes était posée sur un bagage enveloppé d'une fabriquée à partir d'une tringle à rideaux et de bandes de tissu. Le pantalon qui l'entourait était taché de sang séché. Assis en face d'elle se trouvait un homme aux épaules larges, qui avait l'air mince et compétent, comme quelqu'un qui savait se débrouiller dans les situations difficiles. Il jetait méthodiquement de petits morceaux d'une valise brisée dans le feu, ses mouvements étaient en calme et efficaces. Ce devait être Henshaw. Il s'occupait du feu et semblait prendre soin de la jeune femme, jouant le rôle d'un compagnon de survie, mais il y avait une froideur dans ses yeux, une intensité vigilante qui ne correspondait pas à ses actions apparemment serviables. Il ne se souciait pas d'elle, il la surveillait. Henri les observa pendant 10 bonnes minutes, immobiles dans le froid glacial. Ils ne parlaient pas. Les seuls bruits étaient entre le crépitement du feu et le hurlement du vent à l'extérieur. Henshaw entretenait le feu, tandis qu'Anna se contentait de fixer les flammes, le visage figé dans un masque de désespoir engourdi. Henry était sur le point de se retirer pour réévaluer la situation lorsque quelque chose se produisit. L'attention de Henshaw. L'attention de Henshaw fut attirée par une partie du feu qui crépitait. Il tourna complètement le dos à Anna pour y remuer avec un morceau de métal afin de le raviver. C'était une petite opportunité, pas plus de quelques secondes, mais c'était suffisant. Qui était fixé sur le feu, se tournèrent promptement vers la fenêtre fissurée. Henri se figea, convaincu qu'elle l'avait vu, mais son regard était vague, un regard désespéré balayant le monde extérieur, la tempête qui était sa prison, puis sa main qui reposait mollement sur ses genoux, bougea. C'était un geste minuscule, presque imperceptible. Elle garda la paume tournée vers le bas, cachée de la vue de Henshaw lentement, délibérément. Elle glissa son pouce sous ses doigts, puis les étendit à nouveau. Elle le fit 2 fois. Ce n'était pas un signe de la main, ce n'était pas un mouvement aléatoire, c'était un signal, un cri d'aide silencieux et désespéré, un geste qui parlait le langage universel de la captivité et de la peur. Henri sentit un frisson lui parcourir les veines. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une certitude brutale. La balle avait effleuré Bert, le feu caché, l'attitude de garde de l'homme, et maintenant cela. C'était une prise d'otage. Il comprenait maintenant l'urgence frénétique de Bert. Le chien ne l'avait pas seulement conduit à un accident, il l'avait conduit jusqu'à elle. Henri s'éloigna de la fenêtre, ses mouvements lents et silencieux. Il battit en retraite par où il était venu, son esprit tourbillonnant de calculs tactiques. La situation était infiniment plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Il ne pouvait pas simplement se manifester. Henshaw était clairement plein de ressources et impitoyable. Il avait survécu à l'accident et avait eu la présence d'esprit de faire un prisonnier. Il n'hésiterait pas à utiliser Anna comme bouclier ou à l'éliminer s'il se sentait menacé. Henri atteignit sa position de surveillance, l'affleurement rocheux où Bert l'attendait, son corps immobile, statue parfaite de loyauté. Le chien le regarda, une question dans les yeux. Henri s'agenouilla et posa une main sur sa tête, le visage sombre, la mâchoire serrée comme granit. « Tu avais raison, mon garçon », murmura-t-il d'une voix grave, animée d'une nouvelle et terrible détermination. « Elle est là-dedans, et nous allions la sortir de là.
La détermination qui s'était emparée d'Henri dans ce perchoir élevé et solitaire était aussi froide et dure que la montagne elle-même. La mission était claire, extraire l'otage, mais la manière d'y parvenir était un casse-tête complexe et mortel. Hancho était une variable inconnue, mais Henri devait supposer qu'il était dangereux, armé et désespéré. Une attaque frontale tuerait Anna. Il avait besoin d'une stratégie, d'un moyen de séparer le ravisseur de la captive. Il resta derrière le rocher, le blizzard comme bouclier, et observa les décombres en contrebas pendant près d'une heure. Rien ne changeait. La faible volute de fumée continuait de danser avec le vent. Il savait qu'ils ne pouvaient pas attendre éternellement. Leur petit feu finirait par s'éteindre. La blessure d'Anna nécessitait des soins médicaux appropriés, et la tempête, tout en leur offrant une couverture, était également un ennemi implacable qui sapait leur force. Sur le terrain, la patience était une arme. Il s'efforça de rester immobile, observant, attendant que Henshao commette une erreur. L'erreur survint, comme souvent, née de la nécessité. Un panache de fumée plus épaisse et plus sombre s'échappa soudainement du trou dans le fuselage, suivi d'une diminution notable de la lueur chaleureuse du feu contre la vitre fissurée. Ils étaient à court de carburant. Quelques minutes plus tard, l'ouverture déchirée du fuselage s'assombrit lorsque la silhouette de Henshao apparut. Il resta là un moment scrutant le paysage balayé par la tempête. Henri s'abaissa davantage, ne faisant plus qu'un avec la roche et la neige. Hancho, apparemment satisfait qu'il soit, au moins seul, sortit de l'épave. Il portait une petite hache, probablement provenant de la trousse de secours de l'avion. Il se dirigea vers un petit bosquet de pins rabougris et chargé de neige, à une centaine de mètres du lieu de l'accident. Son objectif était clair, couper plus de bois pour le feu. C'était l'occasion rêvée, mais le temps était compté, peut-être 15 à 20 minutes tout au plus. Henri se retourna vers Berstey et lui donna l'ordre dans un murmure. Le chien ne broncha pas, les yeux rivés sur la silhouette de Henshao qui s'éloignait. Un grognement grave, à peine audible sous le vent, s'échappa de la gorge d'Henri. Il se mit en mouvement dès que Henshao eut disparu dans le tourbillon de neige. Il ne put descendit pas par le même chemin qu'à l'aller, trop lent. Il emprunta la voie la plus directe, descendant à mi-chemin en glissant et en courant le long de la traînée de neige laissée par l'avion. Il se déplaçait à une vitesse et dans un silence à couper le souffle, ses années d'entraînement guidant chacun de ses pas. Il atteignit le fuselage et, sans hésiter, se glissa à travers l'ouverture déchiquetée dans le calme relatif de la cabine. Le changement d'environnement était saisissant. Le rugissement du vent fut instantanément étouffé, remplacé par le sifflement et le crépitement du feu mourant. L'air était chargé de fumée et d'une odeur de peur. Anna était exactement là où il l'avait vue, recroquevillée près des braises fumantes. Elle releva brusquement la tête à son apparition soudaine, les yeux écarquillés de terreur, un cri coincé dans la gorge, mais Henri était déjà en mouvement, traversant le petit espace en deux enjambées. Il s'agenouilla devant elle et leva une main gantée, dans un signe universel pour lui demander de se taire. « Je ne vais pas te faire de mal, dit-il d'une voix basse et urgente. Je suis là pour t'aider. Le chien, le berger gris et blanc, m'a conduit ici. » La mention du chien sembla dissiper sa peur. La terreur dans ses yeux fit place à une lueur d'incrédulité, puis à une vague déferlante d'espoir désespéré. « Ber, murmura-t-elle d'une voix brisée. « Il est vivant, il est vivant. » Henri confirma. « Il attend en haut, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dois tout me dire, et vite. Qui est cet homme ?» Des larmes commencèrent à couler sur ses joues couvertes de suie, mais elle les retint. Elle était concentrée. « Il s'appelle Henshao, » dit-elle dans un torrent de mots précipités et étouffés. C'était le copilote. Ce n'était pas un accident, c'est lui qui a fait ça. Henri de Henry se glaça. « Comment ça, il a saboté l'avion ?» Elle expliqua la voix tremblante, mêlée de chagrin et de rage. « Il a attendu que nous soyons au-dessus de la partie la plus reculée des montagnes. Il a tué mon père. » Elle fit un geste vers le cockpit déformé. « Bon... Mon père était le pilote. Henshao voulait sans quelque chose. Qu'il transportait. Qu'est-ce que c'était ?» Henri pressa ses yeux rivés vers l'ouverture, guettant le moindre signe du retour de Henshao. Elle répondit « La preuve que mon père était enquêteur environnemental. Il avait découvert une vaste opération illégale d'extraction de terres rares. Les documents prouvaient qui était derrière tout ça. Une puissante société. Il les transportait à un journaliste à Denver. Henshao travaillait pour eux. Il était censé récupérer les documents et se débarrasser des preuves et des témoins. Les pièces du puzzle s'assemblèrent, l'accident, l'éloignement, la violence calculée, et Ber. Henri posa la dernière question. Son visage se décomposa. Ber était le chien de son père. Il volait toujours avec nous.
Après l'accident, une fois que tout s'était arrêté, Bear avait réussi à sortir par cette ouverture. Hanshao l'avait vu. Il avait levé son pistolet pour le tuer afin de se débarrasser du dernier témoin. J'avais crié, ce qui avait dû le surprendre. Il avait tiré, mais dans la tempête, la balle n'avait fait qu'effleurer Bear. Le chien s'était enfui et avait disparu dans le blizzard. Hanshao pensait qu'il était parti pour de bon, que la montagne allait l'achever. Henri a serré le poing. Il comprenait maintenant l'incroyable périple du chien, sa volonté pure et simple de survivre. Ce n'était pas seulement l'instinct, c'était une mission alimentée par la loyauté envers l'homme qu'il avait perdu et la femme qu'il devait sauver. « Où sont les documents maintenant » a demandé Henry. Hanshao les a-t-elle répondu en désignant d'un signe de tête une mallette qui semblait résistante, près du lit de fortune de Hanshao, lit de fortune. Il attendait juste que la tempête passe pour pouvoir partir en randonnée et disparaître. Henri regarda sa jambe. « Et ta blessure ? C'est arrivé dans l'accident, dit-elle. C'est pour ça que je ne pouvais pas courir. C'est pour ça qu'il m'a gardé en vie. Il a besoin de moi pour prouver à d'éventuels sauveteurs que tout cela n'était qu'un tragique accident. Une fois qu'il aura quitté les montagnes, il n'aura plus besoin de moi. » Les mots non dits en flottèrent dans l'air entre eux lourds et froids. Henri prit une décision. « Je vais te sortir d'ici, dit-il tout de suite. » Mais alors qu'il s'apprêtait à l'aider, une ombre tomba sur l'ouverture. Hanshao se tenait là, une hache à la main, le visage figé dans une expression de surprise glaciale qui se transforma rapidement en une fureur meurtrière. Il était revenu plus tôt que prévu. Le piège s'était refermé. Le monde semblait s'être réduit à l'espace confiné et enfumé de la carlingue. Pendant un instant, les trois personnages restèrent figés dans un tableau de choc et de violence imminente. Le vent hurlant à l'extérieur n'était qu'un bruit lointain et insignifiant. À l'intérieur, les seuls bruits étaient le crépitement du feu mourant et le halètement rauque dans l'air glacial. La surprise de Hanshao se transforma en un masque de rage pure et prédatrice. Ses yeux froids et calculateurs brûlaient le désormais du feu d'un animal acculé. Il était si près d'attendre que la tempête passe, de marcher vers la liberté et de récupérer sa récompense. Cet homme, ce fantôme qui était apparu au cœur de la tempête de neige, avait tout gâché. Henri réagit par pur instinct. Son corps, aguerri par des années de combat, bougea avant que son esprit conscient ne puisse pleinement analyser la menace. Il poussa Anna aussi doucement que possible derrière lui, se plaçant entre elle et Hanshao, utilisant son corps plus imposant comme bouclier. « C'est fini, Hanshao », dit Henri d'une voix grave et calme. Il garda les mains ouvertes, un geste d'apaisement qui contrastait totalement avec la tension palpable dans ses muscles. Nulle part où aller. Hanshao a laissé échapper un rire rauque et sans humour. Il s'agrognait en faisant un pas dans la cabane et a brandi la hache, dont le tranchant poli reflétait la faible lueur du feu. « B'Harnes, ça ne fait que commencer. Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous nous avez trouvés, mais vous ne sortirez pas vivant de cette montagne. » Il bondit. Il n'y avait aucune marge de manœuvre, aucun espace pour une stratégie. Le combat était une explosion brutale et claustrophobe de violence. Henri, malgré son entraînement, était immédiatement désavantagé. Son fusil était accroché dans son dos, inutile à cette distance. La cabine était un parcours chaotique, semé d'obstacles, de débris, de bagages et de sièges déchirés qui limitaient ses appuis. Hanshao, en revanche, se battait dans un espace qu'il occupait depuis des jours. Il se déplaçait avec une familiarité désespérée et sauvage, balançant la hache en arc mortel. Henri esquiva sur le côté. La lame de la hache frôla sa tête et s'enfonça avec un bruit sourd, écœurant dans la paroi rembourrée du fuselage. Henri profita du moment où Hanshao se pencha en avant pour lui enfoncer violemment son épaule dans la poitrine, le faisant trébucher en arrière sur un morceau de débris. La hache fut arrachée du mur lorsque Hanshao tomba. Henri se précipita pour la récupérer, mais Hanshao fut plus rapide, roulant et se relevant en position accroupie, l'arme fermement serrée dans sa main. Le combat se transforma en une lutte désespérée. Henri attrapa le poignet de Hanshao, ses doigts se refermant comme un étau pour empêcher la hache d'entrer en jeu. Ils s'écrasèrent alors contre la paroi de l'avion, le métal grinçant sous leur poids combiné. Hanshao était fort, ses muscles alimentés par l'adrénaline et la volonté brute de survivre. Il donna un violent coup de genou dans le ventre d'Henri, lui arrachant un grognement de douleur. La vision d'Henri se brouilla pendant une seconde, mais il tint bon, les jointures blanchies, et il frappa la main armée de Hanshao main. Armé contre un montant métallique encore et encore, essayant de le forcer à lâcher la hache derrière lui. Il pouvait entendre les halètements terrifiés d'Anna. « La mallette !» Hanshao grogna, le visage à quelques centimètres de celui d'Henri, son souffle chaud et nauséabond. « Donne-la-moi et je te laisserai peut-être la vie sauve. Tu n'allais jamais la laisser en vie.
rétorqua Henry en se tordant et en utilisant son poids pour forcer Henshaw à se mettre sur le dos. Ils roulèrent en l'air sur le sol de la cabane, un enchevêtrement de membres et de fureur. Le foyer de fortune fut détruit d'un coup de pied, envoyant des braises incandescentes se disperser sur le sol. De petites volutes de fumée commencèrent à s'élever de l'endroit où elles avaient atterri sur la tapisserie déchirée. La cabane commençait à se remplir d'une épaisse brume suffocante. Henry réussit à asséner un coup de poing puissant à la mâchoire de Henshaw, lui faisant tourner la tête sur le côté pendant 1 seconde. La prise de Henshaw sur la hache se relâcha. Henry saisit l'occasion pour lui arracher l'arme des mains et la jeter dans les recoins sombres du cockpit. Désarmé mais non moins dangereux, Henshaw rugit de frustration et enfonça ses pouces dans les yeux d'Henry. Henry détourna la tête juste à temps, l'attaque effleurant sa tempe. Il se repoussa pour essayer de prendre de la distance et se remettre debout, mais Henshaw était implacable. Il se précipita sur lui, le plaqua par la taille et le projeta contre le mur opposé. Le choc coupa le souffle à Henry, dont la tête heurta le métal froid avec un bruit sourd. Des étoiles explosèrent derrière ses yeux. Les mains de Henshaw s'agrippèrent soudainement à sa gorge, le serrant et l'empêchant de respirer. Les poumons de Henry réclamaient de l'oxygène. Il griffa les mains de Henshaw, mais l'étreinte du copilote était comme un étau. Des taches noires densément devant ses yeux. Il perdait conscience, mais à travers le brouillard, il voyait Anna qui essayait désespérément de se déplacer pour l'aider, le visage marqué par l'horreur. Il avait échoué, il l'avait laissé tomber, tout comme il avait laissé tomber Owen. Puis, à travers le rugissement du sang dans ses oreilles, il entendit un nouveau son. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas le feu, c'était un son de pure fureur déchaînée. Un grognement assourdissant déchira l'air et une tache grise et blanc traversa l'ouverture principale du fuselage. Bear avait entendu les bruits courts de la lutte, les cris de son partenaire en péril et l'ordre de rester avait été brisé par un instinct primitif plus puissant. Henshaw releva la tête, incrédule. Le chien qu'il avait abattu, l'animal qu'il avait laissé pour mort dans la tempête de neige, était là. C'était un fantôme, un ange vengeur de loyauté et de rage. Il n'a pas le temps de crier. Bear se lança comme un missile de 34 kilos de muscles et de dents et percutait le flanc de Henshaw. L'impact fut dévastateur. Henshaw fut arraché à Henry, sa prise mortelle brisée. Il hurla de douleur et de choc lorsque les mâchoires de Bear se refermèrent d'un sur son bras. L'air rejaillit dans les poumons de Henry. Dans un halètement désespéré et saccadé, il se redressa, sa vision s'éclaircit, il vit Bear grognant, secouant la tête, refusant de lâcher le bras de Henshaw. L'homme criait maintenant, essayant de repousser le chien avec sa main libre, mais Bear tenait bon avec la ténacité d'une créature se battant pour son monde entier. Henry n'hésita pas. Il se précipita en avant, attrapant Henshaw par derrière et enroulant son bras autour du cou de l'homme dans un étranglement. « Lâche-le, Bear », ordonna Henry d'une voix rauque. Instantanément, comme par miracle, Bear relâcha son étreinte. Il recula mais resta accroupi, un grognement profond grondant dans sa poitrine, les yeux rivés sur l'homme qui avait fait du mal à sa famille. Henshaw lutta encore un instant dans l'étreinte d'Henry, mais c'était sans espoir. Il n'avait plus la force de se battre, remplacé par la douleur dans son bras et la terrifiante réalité de sa défaite. Il s'affaissa et Henry relâcha la pression, sans le lâcher mais en le tenant fermement. La bataille s'était terminée dans la cabine enfumée et faiblement éclairée, entourée par le silence de la montagne. Henry tenait l'homme vaincu, son fidèle partenaire montant la garde et la vie de la femme qu'ils étaient venus sauver ne tenant qu'à un fil. L'adrénaline qui avait envahi le système d'Henry commença à se dissiper, laissant place à une fatigue profonde et à une douleur lancinante dans la tête, là où il avait heurté le fuselage. L'air dans la cabine était chargé d'odeurs de fumée, de sueur et de peur. Dehors, le blizzard continuait son assaut implacable, un hurlement constant et lugubre qui semblait se moquer de la fragile poche de vie au milieu des débris. Le combat était terminé, mais la bataille pour la survie venait d'entrer dans une nouvelle phase critique. Avec Henshaw maîtrisé et inerte dans ses bras, Henry prit le dessus et une série d'actions froides et efficaces reléguèrent à tard le chaos émotionnel au second plan. Il devait sécuriser le prisonnier et appeler à l'aide. « Anna », dit-il d'une voix rauque, « dans mon sac il y a une corde enroulée. » Anna, encore pâle et les yeux écarquillés après cette épreuve, acquiesça et se précipita tant bien que mal, malgré sa jambe blessée, vers le sac à dos abandonné d'Henry. Bear, le fidèle gardien, se déplaça à ses côtés et lui donna un petit coup de tête avec sa tête, comme pour lui offrir son soutien. Elle revint avec la corde, les mains tremblantes, tout en maintenant fermement Henshaw. Henry attacha habilement les mains et les pieds de l'homme, les mains et les pieds tournent l'homme à l'aide de nœuds, qu'il aurait pu faire
les yeux fermés. Marchand les vérifia 2 fois pour s'assurer qu'ils étaient suffisamment solides pour tenir, mais pas trop serrés au point de couper complètement la circulation. C'était un soldat, pas un tortionnaire. Il roula Henshaw, désormais conscient et gémissant, sur le ventre, loin de la mallette qui avait coûté si cher. L'homme était neutralisé. Ensuite, un signal. Tous les avions de ce type sont équipés d'un ELT, un émetteur de localisation d'urgence, dit Henry, plus à lui-même qu'à Anna. Il aurait dû s'activer lors de l'impact, mais le crash avait peut-être endommagé l'appareil. Il se dirigea vers le cockpit déformé, un espace de verre brisé, de métal tordu et de silence glacial. Il trouva le panneau de l'ELT, une petite lumière rouge qui aurait dû clignoter, mais qui était éteinte, endommagée, comme il, marmonna-t-il. Il fouilla les trousses d'urgence, ses mains bougeant avec détermination. Il trouva ce qu'il cherchait, une radio d'urgence portable avec un boîtier orange vif. Il appuya sur l'interrupteur. Un grésillement rassurant remplit le cockpit, suivi d'un faible bip régulier. Elle était sous tension. Il la régla sur la fréquence d'urgence, la porta à ses lèvres et appuya sur le bouton d'émission. « Mayday, Mayday, Mayday », dit-il d'une voix calme et claire, couvrant le grésillement. « Je suis un survivant civil sur le site d'un accident d'avion et je demande une assistance immédiate. Je diffuse depuis l'épave. J'ai 2 survivants, l'un gravement blessé à la jambe et l'autre hostile et en détention. Les coordonnées sont inconnues, mais nous sommes dans les hauts sommets des montagnes Elk, au sud d'Aspen. Je diffuserai toutes les 15 minutes. « Mayday, Mayday, Mayday », dit-il en relâchant le bouton. La seule réponse fut le sifflement de la radio et le hurlement du vent. Il n'y avait aucun moyen de savoir si quelqu'un avait entendu. Tout ce qu'il pouvait le faire maintenant, c'était attendre. Il retourna dans la cabine principale. Les petites braises du feu s'étaient presque éteintes et le froid commençait à s'installer avec vengeance. Il trouva 2 couvertures de secours dans un compartiment de rangement et en enroula une autour d'Anna qui tremblait de manière incontrôlable, le visage marqué par le choc. Il examina doucement sa jambe. L'attelle était fonctionnelle, mais la blessure devait être nettoyée et correctement pansée. Il sortit sa trousse de premiers secours. « Ça va faire mal », dit-il doucement tout en nettoyant la blessure avec des lingettes antiseptiques. Un silence fragile s'installa entre eux. Bear s'allongea de l'autre côté d'Anna, posant sa lourde tête sur ses genoux, une présence chaleureuse et solide dans le froid terrifiant. « Merci », murmura Anna d'une voix à peine audible. « C'est Bear qui t'a sauvé. On s'est sauvés mutuellement », répondit Henry, concentré sur le bandage propre qu'il enroulait autour de sa jambe. « C'était un bon soldat », conclut-il. Il termina son travail et s'assit sur ses talons. L'attente était la partie la plus difficile. C'était dans les moments de calme que les fantômes revenaient toujours. Il pouvait sentir le souvenir d'Owen à la lisière de sa conscience, une douleur familière de culpabilité. Il avait dû frotter inconsciemment son poignet, une habitude nerveuse qu'il avait développée au fil des ans. C'est alors que le regard de Anna porta son regard dessus. À son poignet droit, il portait un simple bracelet en cuir marron foncé. Il était composé de 3 fines lanières savamment tressées, usées et adoucies par le temps. Il n'avait rien de remarquable pour quiconque, mais pour Anna, ce fut comme un coup de foudre. Elle retint son souffle, les yeux écarquillés par un nouveau choc, fixé sur le petit morceau de cuir. Elle commença à parler d'une voix étranglée. « Où as-tu trouvé ça ?» Henry baissa les yeux vers le bracelet, puis la regarda perplexe devant sa réaction intense. « C'est un cadeau d'un ami. »« Quel ami ?» insista-t-elle en se penchant en avant, oubliant sa blessure. Une ombre passa sur le visage d'Henry. Il parlait rarement d'Owen. Il s'appelait Owen Clark. Nous avons servi ensemble. Une seule larme silencieuse roula sur la joue d'Anna. Le monde extérieur, la tempête, le froid, l'homme vaincu gisant ligoté à quelques mètres de là, tout s'estompa. L'espace exigu du fuselage devint un lieu sacré et silencieux. Owen Clark, répéta-t-elle, une prière sur les lèvres. C'était mon frère. Ces mots frappèrent Henry avec la force d'un coup physique. Il la regarda fixement, la voyant vraiment pour la première fois. Il le voyait maintenant dans la mâchoire obstinée, le vert profond et émouvant de ses yeux, la façon dont elle tenait sa tête avec une force tranquille. Tout cela, c'était Owen. La ressemblance était si évidente qu'il n'arrivait pas à croire qu'il ne l'avait pas remarquée. Un silence stupéfait les enveloppa. C'était impossible. Les chances étaient astronomiques d'avoir trouvé cet avion dans cette tempête, sur cette montagne, et que la femme à l'intérieur soit la sœur de l'homme qui hantait chacun de ces instants éveillés. Ce n'est pas une question de chance, c'était autre chose. Il tendit lentement la main et toucha le bracelet, le cuir usé, lien direct et tangible avec son passé et son présent. Owen l'avait fabriqué pour lui pendant les longues heures tranquilles entre 2 missions, symbole de leur lien indestructible.
Il m'a dit qu'il en avait fait un pour sa petite sœur aussi, dit Henri, la voix chargée d'émotion. Il a dit qu'elle était la seule chose qui le faisait tenir là-bas. Anna s'effondra alors, le barrage de son sang-froid se brisant enfin. Elle sanglotait, non pas de peur ou de douleur, mais à cause d'un mélange complexe de chagrin, de soulagement et d'un profond sentiment d'émerveillement. Berg gémit doucement en léchant les larmes sur sa main. Henri regarda la sœur de son ami disparue et fut submergé par une prise de conscience douloureuse. Il n'était pas venu dans ces montagnes pour fuir son passé. Il n'avait pas fui sa culpabilité pendant tout ce temps, à travers ses journées solitaires et ses nuits hantées. Il avait couru vers ce moment précis. Il était là pour accomplir une dernière mission pour Owen Clark. Il était là pour tenir une promesse qu'il ne savait pas devoir faire, ramener sa sœur à la maison. Le poids était une forme unique de torture, piégé dans la carcasse métallique gémissante. Le monde était réduit au hurlement du vent, au sifflement de la radio et au rythme fragile de leur propre respiration. Toutes les 15 minutes, Henri répétait son appel de détresse, dans le vide, un rituel d'espoir contre la puissance écrasante de la tempête. Ils se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer, Henry, Hannah et Bear, un petit îlot de vie improbable dans une mer de désolation gelée. Hannah, épuisée et souffrante, somnolait par intermittence, la tête posée sur le flanc chaud de Bear, flanc chaud de Bear. Les heures se confondaient, l'obscurité à l'extérieur des fenêtres fissurées s'intensifiait, passant du gris de la tempête au noir absolu d'une nuit de montagne. Le doute, serpent froid et insidieux, commençait à s'enrouler dans les entrailles d'Henry. Quelqu'un les avait-il entendus, ou sa voix n'était-elle qu'un autre son perdu, avalé par le blizzard? Il regarda Hannah, son visage pâle, endormi, et la présence immuable du chien à ses côtés. Il repoussa le doute. Il avait fait une promesse, il ne la romprait pas. C'est Bear qui l'entendit le premier. Sa tête, qui reposait paisiblement, se redressa brusquement, ses oreilles pivotèrent, et un gémissement grave et impatient grondait dans sa poitrine. La main d'Henri mince se posa sur le dos du chien, une question silencieuse. La queue de Bear frappa le sol d'un seul coup hésitant, puis Henri l'entendit, un son si faible qu'il faisait presque partie du vent, un bruit sourd et rythmé, qui n'était pas celui de la tempête, mais celui d'une machine, d'une force, d'un espoir, un hélicoptère. Henri respira, le cœur battant à tout rompre, il se précipita vers le cockpit et appuya sur le bouton d'émission de la radio. « Aéronef de sauvetage, si vous m'entendez, ici le survivant de l'accident. Nous vous entendons, nous sommes dans le fuselage d'un Beechcraft King Air sur une falaise sous la crête ouest. » Une voix grésillante, mais miraculeusement claire, lui répondit « Survivant, ici les secours en montagne. Nous avons votre signal, nous vous voyons. La tempête rend impossible tout sauvetage direct par treuil. Nous envoyons une équipe sur la crête au-dessus de vous. Tenez bon. » Un soulagement si puissant qu'il en était presque douloureux submergea Henri. Il se tourna vers Hannah qui était maintenant complètement réveillée, les yeux grands ouverts et brillants de larmes contenues. « Ils sont là, dit-il d'une voix éraillée. Ils arrivent. » Il fallut encore une heure, une éternité de planification et d'exécution minutieuse par l'équipe invisible au-dessus, mais finalement des silhouettes apparurent au sommet de la pente enneigée. C'était un tas des professionnels qui se déplaçaient avec une efficacité calme et expérimentée, magnifique à voir. Les cordes furent fixées et 2 silhouettes vêtues d'équipements de recherche et de sauvetage orange vif commencèrent à descendre en rappel vers l'épave. Le sauveteur en chef, un homme au visage calme et buriné nommé Miller, fut le premier à passer par l'ouverture. Ses yeux embrassèrent rapidement la scène. La femme blessée, l'homme ligoté, le chien protecteur et le civil armé et dépuisé qui avaient provoqué tout cela. « Eh bien, dit Miller, sa voix étant un phare de calme dans le chaos, on dirait que vous avez été très occupé. » À partir de là, tout se déroula avec une rapidité professionnelle. Hannah fut soigneusement attachée sur un toboggan de sauvetage. Hancho, silencieux et abattu, fut placé en garde à vue par le 2e sauveteur. La mallette contenant les documents fut saisie comme preuve. Lorsque ce fut le tour d'Henry, il s'attacha au harnais. Bear, qui ne voulait pas être séparé, fut équipé d'un harnais spécial. Alors qu'ils étaient hissés hors de la tombe métallique froide qui avait été leur prison et leur sanctuaire, Henry regarda une dernière fois vers le bas. L'épave n'était plus qu'une forme sombre déjà engloutie par la neige. La montagne avait failli les emporter, mais ce soir-là, ils avaient en gagné. 3 mois plus tard, la neige des montagnes Elk avait laissé place au vert vif du début de l'été. La cabane qui avait autrefois été la forteresse de solitude d'Henry était désormais une maison remplie des sons de la vie. L'odeur du café et des pâtisseries fraîches avait remplacé l'air vicié de la solitude.
Henri était assis sur les marches du porche, regardant le soleil se lever au-dessus des sommets lointains. Les montagnes ne ressemblaient plus à un ennemi, mais à un témoin silencieux et puissant de sa transformation. Une tête lourde reposait sur ses genoux, et il caressait distraitement la fourrure douce derrière les oreilles de l'ours. Le chien soupira de contentement, sa mission accomplie, sa famille en sécurité. La porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant, et Anna apparut, portant 2 tasses de café. Sa jambe était guérie, ne laissant qu'une cicatrice qu'elle appelait désormais un souvenir. Elle se déplaçait avec une grâce qui contredisait l'épreuve qu'elle avait survécue. Elle tendit une tasse à Henri et s'assit à côté de lui. « Il rêve, dit-elle doucement en hochant la tête vers Bert, dont les pattes remuaient probablement en poursuivant des écureuils de la taille-à-bonne d'une voiture. Henri sourit d'un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Il l'avait mérité. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la montagne était devenue une légende locale. Hancho et la société derrière lui faisaient Mancio face à une montagne d'accusations fédérales grâce aux documents que son père avait protégés au péril de sa vie. Mais pour ceux qui se trouvaient sous le porche, les gros titres n'étaient que du bruit. La réalité était là, dans le calme et la paix du matin. Ils étaient devenus une famille forgée par le traumatisme et liée par la loyauté. Dans les semaines qui avaient suivi le sauvetage, ils s'étaient appuyés les uns sur les autres pour naviguer dans le labyrinthe des visites à l'hôpital, des déclarations à la police et le chagrin accablant pour le père et l'ami qu'ils avaient tous deux perdus. « Hier soir, j'ai relu certaines des vieilles lettres d'Owen, » dit Anna d'une voix douce. « Il parlait beaucoup de toi. Il disait que tu étais l'homme le plus calme qu'il ait jamais rencontré dans une tempête. » Henri but une gorgée de café. La culpabilité était toujours là, une douleur fantôme légère à l'endroit où se trouvait autrefois une blessure béante, mais elle ne le consumait plus. Il pouvait désormais se souvenir d'Owen, non pas avec une pointe de douleur, mais avec une affection triste et chaleureuse. Il avait tenu sa promesse, il avait ramené la sœur d'Owen. C'était lui le courageux, dit Henri. Je n'ai fait que suivre son exemple. Nous devons faire quelque chose, dit Anna en regardant l'immensité sauvage. Pour lui, pour mon père, pour tous ceux qui leur ressemblent. Nous ne pouvons pas laisser leur sacrifice être vain. C'est ainsi que l'idée est née, grâce aux ressources considérables provenant de la succession de son père. Ils décidèrent de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui transformerait leur douleur en objectif. Ils l'appelèrent la Fondation Owen Clark. Sa mission était simple mais profonde, apporter un soutien aux familles des soldats tombés au combat et des premiers intervenants. Elle financerait des bourses d'études, offrirait des services de soutien psychologique et parrainerait des programmes de plein air destinés à aider les anciens combattants à guérir les blessures invisibles de la guerre, tout comme la montagne avait, à sa manière brutale, guéri Henri. Quelques semaines plus tard, il se tenait bien sur un terrain non loin de la cabane, regardant les plans du premier centre de retraite de la Fondation. C'était un lieu d'espoir, un lieu où la paix pouvait commencer pour les autres. Bert était assis entre eux, symbole vivant et respirant de la loyauté qui avait tout déclenché. Henri regarda Anna, son visage rayonnant de détermination, puis le chien qui était sorti d'une tempête de neige et l'avait ramené dans le monde. Les fantômes de son passé étaient enfin apaisés, pas disparus, mais en paix. La longue guerre qu'il menait en lui-même était enfin terminée. Il se baissa et prit la main d'Anna. Il n'était plus seulement un survivant, il était un gardien, un partenaire, un homme qui avait trouvé le chemin de la maison. L'histoire d'Henri, Anna et Bert nous rappelle que la véritable loyauté est une promesse silencieuse, une lumière qui peut nous guider à travers les tempêtes les plus impossibles. Elle nous enseigne que la guérison vient pas de la fuite du passé, mais du courage de l'affronter, et que la famille que nous découvrons dans les décombres est souvent celle que nous étions destinés à avoir. Si ces thèmes du courage et du dévouement vous touchent, nous espérons que vous rejoindrez notre communauté en nous soutenant par vos likes, vos partages et vos commentaires. En nous disant ce que la loyauté signifie pour vous, vous nous aidez à continuer à mettre en lumière ces récits significatifs. Un nouveau voyage apparaît à l'écran et nous vous invitons à continuer à partager ces moments avec nous.